Alors, selon le rapport, Sultani Makenga, le chef militaire du M23, a été signalé plusieurs fois cette année à Entebbe et Kampala. Corneille Nangaa, le chef de la branche politique, a lui résidé un temps dans la capitale ougandaise. Pourquoi ce soutien de l'Ouganda aux rebelles du M23 ? Certains responsables de l'armée ougandaise soutiennent le M23, un soutien logistique. Le reportage, c'est le rôle de l'Ouganda qui est pointé clairement. Près de 4000 soldats de l'armée rwandaise sont engagés dans des combats dans le Nord Kivu. C'est ce qu'affirment les experts des Nations Unies dans leur dernier rapport. Selon eux, les militaires rwandais ont utilisé des armes de haute technologie comme des obus guidés ou des missiles solaires pour repousser des offensives de l'armée congolaise et contrôler toutes les voies d'approvisionnement du Nord Kivu, à l'exception de l'axe qui relie Goma au Rwanda. Autre affirmation des experts. Le gouvernement rwandais a renforcé son soutien au M23, lui permettant de réaliser des gains territoriaux majeurs à travers le territoire de la RDC. Cette évolution rapide de la crise du M23 risque de provoquer un conflit régional plus large. Plus nombreux, plus forts et mieux équipés. C'est l'inquiétant constat des experts des Nations Unies sur le développement du M23 dans le Nord Kivu. Selon leur dernier rapport, la zone contrôlée par les rebelles dans cette province de l'Est de la République démocratique du Congo a pratiquement doublé en moins d'un an, une expansion rapide appuyée par plusieurs acteurs régionaux. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC a continué de se détériorer, atteignant des niveaux alarmants de violence et de déplacement de civils. En plus du soutien rwandais qui s'est renforcé ces derniers mois selon l'ONU, un autre acteur régional est pointé du doigt. Dans leur rapport, les experts démontrent que les troupes du M23, y compris de hauts responsables, ont pu se rendre en Ouganda à plusieurs reprises et sans aucune limite. Une présence importante et visible qui, selon les experts onusiens, n'a pas pu passer sous les radars de Kampala. Ce rapport est le premier publié depuis l'annonce de la création de l'Alliance du fleuve Congo en décembre 2023. Un mouvement politico-militaire qui aurait pour but de légitimer le M23 et de recruter d'autres partenaires parmi les groupes armés dans la région, y compris dans le Sud Kivu. Des conclusions redondantes pour ce député congolais. C'est vraiment la répétition de ce qu'il dit. C'est comme si ils n'ont pas le temps de travailler, de proposer des solutions. C'est juste les rappels, on prend les mêmes choses qu'on adapte par rapport à la date. Ainsi de suite, la situation que nous connaissons, la MONUSCO, est là chez nous depuis plusieurs années. Mais c'est peut-être à la sortie qu'on revient sur les mêmes choses sans qu'il y ait changement. La montée de l'utilisation des enfants soldats figure également dans les conclusions du rapport. Des enfants de 10 ou 12 ans recrutés en RDC dans les zones contrôlées et parfois enrôlés de force ont été répertoriés, et même dans les camps de réfugiés au Rwanda. Kigali a déclaré que la RDC a tous les moyens de désamorcer la situation, mais que le Rwanda continuera à se défendre d'ici là. Bienvenue au Journal de l'Afrique. Dans l'actualité à ce jour, un nouveau rapport accablant contre le Rwanda. Les Nations Unies réitèrent leurs accusations de soutien actif du Rwanda aux rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Conformément aux exigences du régime militaire au pouvoir au Niger, le retrait des forces américaines suit son cours. La base de Niamey a été rendue. Prochaine étape, celle d'Agadez. Et on l'autorité rwandaise d'avoir violé l'intégrité et la souveraineté de la RDC. Les précisions Aurélie Bazara Kibongula. Selon eux, des dirigeants rebelles comme Sultani Makenga ont tenu des réunions à Kampala malgré des interdictions de voyager. Alors les experts des Nations Unies affirment que le conflit a atteint un niveau alarmant depuis janvier, que des zones peuplées et des camps de déplacés ont été ciblés par des explosifs provenant de toutes les parties en conflit et que les violences sexuelles ont atteint un niveau sans précédent en République démocratique du Congo. Et réaction du côté rwandais. La porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo, a réagi, je cite, une partie de son communiqué envoyé à France 24. Cela se déroule dans un contexte où, comme l'a confirmé un rapport de l'ONU près de la frontière rwandaise, l'armée congolaise finance et combat aux côtés non seulement de la milice génocidaire FDLR, mais aussi des forces de la SADC, de mercenaires européens, de forces burundaises
et de diverses milices ethniques armées. Le Rwanda prend ces menaces très au sérieux. La RDC a tous les moyens de désamorcer la situation si elle le souhaite. Mais jusqu'à ce moment, le Rwanda continuera de se défendre. Fin de citation. Le retrait des soldats américains de la base de Niamey au Niger est terminé. Au total, 766 militaires américains ont quitté le Niger à ce jour. Prochaine étape, Agadez, le 15 septembre, un calendrier qui répond aux exigences du régime militaire au pouvoir. Laurent Bersécher. Guidé par un général américain, le colonel Maman Sani Kiaou et ses hommes inspectent les lieux dont ils reprendront bientôt possession. Un passage de relais alors que les troupes américaines achevaient lundi soir leur retrait de la base aérienne 101 de Niamey avec plusieurs semaines d'avance. Cette opération s'est achevée avant la date prévue et sans aucune complication. Les forces américaines vont désormais se concentrer sur le retrait de la base aérienne 201 d'Agadez. Un départ amorcé en mai dernier alors que Niamey mettait fin à son accord de coopération militaire avec les États-Unis. Quelques mois plus tôt, c'étaient les troupes françaises qui étaient priées de quitter le pays dans le cadre d'une refonte de la politique étrangère du Niger. Car depuis son arrivée au pouvoir il y a un an, le régime militaire entend bien rompre avec les puissances occidentales et se rapprocher de ses voisins, le Burkina Faso et le Mali. Les trois pays ont entériné samedi leur départ de la CEDEAO, malgré les nombreux avertissements du bloc ouest-africain. Le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont également annoncé la création d'une nouvelle confédération, l'Alliance des États du Sahel, afin notamment de lutter contre la menace djihadiste qui continue de planer sur la région. Pour évoquer ce rapport, Pierre Boisselet, bonsoir. Vous êtes coordonnateur des recherches sur la violence à Eboutéli. Qu'y a-t-il de nouveau dans ce rapport par rapport au précédent ? Alors moi, je vois deux nouveautés essentiellement. La première, c'est la qualification du rôle du Rwanda dans cette crise, c'est-à-dire que dans les éditions précédentes, on parlait de soutien du Rwanda au M23, parfois d'opérations du Rwanda qui étaient menées de manière unilatérale au Congo. Mais cette fois, les experts estiment que les troupes rwandaises sont en réalité aussi nombreuses, voire plus, que les troupes du M23. Et donc, selon eux, ils sont en réalité les leaders de cette campagne militaire au Congo. L'autre nouveauté, vous l'avez mentionné dans la première fois dans ces rapports, enfin, en tout cas sous sa forme active. Et que dit l'Ouganda alors, suite à la publication de ce rapport ? Alors l'Ouganda a démenti la présence de ces troupes dans l'est du Congo, ce qui est pas très étonnant en réalité, parce que le reconnaître, ça aurait été reconnaître une violation du droit international. Et par ailleurs, on sait que l'Ouganda en fait intervient aux côtés de l'armée congolaise contre d'autres rebelles, les forces démocratiques alliées, ADF, et donc bénéficie en fait d'une autorisation du gouvernement congolais d'intervenir sur son sol. Et donc, politiquement, ça aurait été aussi très compliqué de reconnaître cette présence. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant d'une certaine manière, parce que comme je disais, l'Ouganda et l'armée congolaise interviennent conjointement contre d'autres rebelles, ceux des ADF. Donc ça montre à minima une forme d'ambiguïté du gouvernement ougandais dans cette crise. Je vois principalement deux hypothèses. La première, c'est que le M23 est maintenant, depuis un certain temps, situé le long de la frontière avec l'Ouganda, et donc probablement aux yeux des autorités ougandaises, peuvent constituer un risque pour leur sécurité. Donc le fait d'avoir des troupes en son sein, ça permet de surveiller peut-être ce qu'ils font. L'autre chose, c'est que l'armée ougandaise est elle-même assez divisée entre différentes factions. Certaines sont très proches de Kigali, d'autres sont très hostiles à Kigali. Et donc ça peut expliquer pourquoi est-ce que deux parties de l'armée ougandaise font des choses aussi opposées dans l'est du Congo. Alors vous le disiez tout à l'heure, les experts estiment qu'il y avait entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais déployés dans les territoires du Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Davantage donc l'effectif du M23 estimé lui à 3 000 combattants. Quelle est la réaction du Rwanda à ce rapport ?
Alors, le gouvernement rwandais a réagi à l'agence France Presse un peu plus tôt aujourd'hui. Il ne dément pas la présence de ces troupes dans l'est du Congo. Il ne la confirme pas non plus, bien sûr, mais il met en avant des justifications qui pourraient expliquer à ses yeux cette présence, et notamment le fait que la RDC a menacé de déclarer la guerre au Rwanda, et donc le Rwanda affirme être dans une position défensive en réalité dans ce conflit. Et où en sont d'ailleurs les perspectives de négociation entre la RDC et le Rwanda ? Alors, ça fait plusieurs mois que la médiation de cette crise, qui est assurée par le président angolais Lourenço, annonce une rencontre entre les présidents congolais et rwandais. Bon, ça ne s'est pas encore produit. Le médiateur a répété encore que cette rencontre était imminente il y a quelques jours. La première ministre du Congo l'a contredit immédiatement. Mais les États-Unis ont fini par annoncer une trêve jeudi dernier, une trêve humanitaire, mais qui semble globalement respectée pour l'instant. Et donc probablement que la médiation va essayer de se saisir de cette fenêtre pour relancer cette rencontre, même si aujourd'hui ça paraît encore très incertain. Alors tout au long du document, les experts estiment qu'une grande partie des faits relatés peuvent faire l'objet de sanctions. À quoi peut-on s'attendre ? Alors effectivement, dans le rapport, il y a plusieurs faits qui sont considérés comme sanctionnables. Certains pourraient même être considérés comme des crimes de guerre, notamment des attaques contre des villages et des communautés de manière indiscriminée dans l'est du Congo. Maintenant, c'est le Conseil de sécurité qui peut éventuellement prononcer des sanctions, et là, on retombe sur une décision qui n'a rien d'automatique, qui est en fait politique. Est-ce qu'on peut s'attendre à une réaction de Kinshasa sur ce rapport ? Kinshasa qui n'a pas encore réagi sur ce rapport ? Probablement que Kinshasa va être globalement satisfait de ce rapport qui en fait reprend sa thèse d'une certaine manière, puisque ça fait très longtemps que Kinshasa affirme qu'il s'agit d'une agression du Rwanda et non du M23. Bon, ceci étant dit, il y a aussi des faits qui ne sont pas au crédit du gouvernement congolais, qui sont aussi contenus dans ce rapport, notamment le soutien à différents groupes armés, dont la rébellion rwandaise des FDLR. Pierre Boisselet, merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des recherches sur la violence à Eboutéli.